Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la lecture d'un document. Et je vous dirai à la fin quel est ce document, mais vous allez voir que le contenu de ce document, qui est assez copieux, alors peut-être que je vais faire l'impasse sur certains éléments de ce document, mais c'est un document qui a quand même déjà maintenant plusieurs années. Je crois que c'est un document qui date de 91 si ma mémoire est bonne. Donc je vous expliquerai l'origine de ce document. Donc je vais donc vous lire ce document et en même temps, suivant les éléments de ce document, je vous mettrai des petites références ici. Alors, excusez du peu, mais des fois j'ai pas forcément besoin de mes lunettes pour lire de près, malheureusement. Bienvenue à bord. Cette publication marque le 25e anniversaire de la Troisième Guerre mondiale, appelée Guerre tranquille, et conduite en utilisant des armes biologiques subjectives qualifiées d'armes silencieuses. En sécurité, il est manifestement impossible de parler d'ingénierie sociale ou d'automatisation d'une société, l'ingénierie des systèmes d'automatisation sociale ou armes silencieuses, sur une échelle nationale ou internationale sans impliquer de vastes objectifs de contrôle social et de destruction de la vie humaine, c'est-à-dire d'esclavage et de génocide. Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type. Une telle écrit doit être tenu à l'abri des regards du public, autrement, il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position de pouvoir importante utiliserait une telle connaissance ou une telle technologie, une telle méthodologie pour la conquête économique, il doit être compris qu'un état de guerre intérieur existe alors entre ce groupe de personnes et le public. La solution au problème de notre époque requiert une approche impitoyablement franche, sans s'embarrasser de valeurs religieuses, morales ou culturelles. Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine avec une froide objectivité et encore d'analyse ou de discuter de vos observations et de conclusions avec des capacités intellectuelles similaires sans la perte de discrétion ou de l'humilité. De telles vertus sont exercées dans votre propre intérêt supérieur. Ne déviez pas d'elles. Introduction historique. La technologie des armes silencieuses a évolué à partir d'Operation Research, une méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. Le but original d'Operation Research était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques de défense aérienne et terrestre avec pour objectif l'utilisation effective de ressources limitées contre des ennemis étrangers. Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être utilisées pour contrôler totalement une société. Mais de meilleurs outils étaient nécessaires. L'ingénierie sociale, l'analyse et l'automatisation d'une société requièrent la mise en relation d'une grande quantité d'informations économiques toujours changeantes, si bien qu'un système ultra rapide de traitement de l'information était nécessaire pour prendre de vitesse la société et prédire quand celle-ci sera parvenue à sa capitulation. Les calculateurs à relais étaient trop lents, mais l'ordinateur électronique, inventé en 1946 par J. Presper, Eckert et John W. Markley, remplit la mission. L'étape décisive suivante fut le développement d'une méthode de programmation par ligne en 1947 par le mathématicien George B. Dantzig. Puis, en 1948, le transistor, inventé par J. Barden et W. H. Batrain et W. Shockley, promit le champ d'action de l'ordinateur à une expansion rapide grâce à la réduction de l'espace et de l'énergie nécessaires. Puis, avec ces trois inventions, sous leur direction, ceux qui étaient en position de pouvoir pressentirent fortement qu'il était possible pour eux de contrôler l'ensemble du monde en appuyant sur un bouton. Immédiatement, la Fondation Rockefeller mit ceci en application en subventionnant un cycle d'études de 4 ans au Harvard College, fondant la Harvard Economic Research Project pour étudier la structure de l'économie américaine. Un an plus tard, en 1949, l'US Air Force se joignait au projet.
En 1952, période d'études se termina et une rencontre à haut niveau de l'élite était conduite pour déterminer la prochaine phase des recherches en opérations sociales. Le projet Harvard avait été très fructueux et quelques-uns des résultats furent publiés en 1953, suggérant la possibilité d'un engineering socio-économique. Avec la fusion nucléaire en 1954, la promesse de sources d'énergie illimitées à partir de l'hydrogène lourd ou de l'eau de mer, et en conséquence la disponibilité d'un pouvoir social limité, était une possibilité éloignée de seulement quelques décennies. La combinaison était irrésistible. La guerre tranquille fut tranquillement déclarée par l'élite internationale lors d'une rencontre tenue en 1954. 1954, ça vous dit quelque chose? Bien que le système des armes silencieuses fût presque conçu 13 ans plus tôt, l'évolution de ce nouveau système d'armes n'a jamais souffert de revers et de contretemps majeurs. Ce volume marque le 25e anniversaire du début de la guerre tranquille. D'ores et déjà, cette guerre intérieure a remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de fronts à travers le monde. Introduction politique en 1954. Il fut bien reconnu par ceux en position de pouvoir que ce n'était qu'une question de temps, seulement quelques décennies, avant que le public ordinaire soit capable d'atteindre et de renverser le berceau du pouvoir, avant que les éléments essentiels de la nouvelle technologie des armes silencieuses soient accessibles pour une utopie publique comme elles le sont pour fournir une utopie privée. La question de première importance, celle de la dominance, tourna autour du sujet des sciences de l'énergie. L'énergie est reconnue comme la clé à toute activité sur Terre. Les sciences naturelles sont l'étude des sources et de contrôle de l'énergie naturelle, et les sciences sociales, exprimées théoriquement à travers l'économie, sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie sociale. Toutes deux sont des systèmes de comptabilisation des mathématiques. Par conséquent, les mathématiques sont la première science de l'énergie. Toute science est essentiellement un moyen vers un but. Le moyen est la connaissance, le but est le contrôle. Et au-delà de ceci demeure une seule question. Qui sera le bénéficiaire? Alors là, je vais faire une petite aparté. Pour comprendre de quoi on parle sur le principe de l'énergie, je vous mets en référence ce monsieur dont j'ai déjà parlé, qui a plusieurs vidéos, qui a une chaîne sur YouTube. Je vous invite à y aller et à voir plusieurs de ses vidéos. Il a évidemment un certain aspect technique, mais il a une vulgarisation qui permet de comprendre comment on traduit en réalité tout le processus de développement économique, tout le processus industriel et mercantile qui tourne autour finalement de cet aspect mathématique de l'énergie, c'est-à-dire calculer l'énergie. Vous verrez, ces vidéos sont très intéressantes. Elles permettent de comprendre véritablement le sens de certaines choses, y compris la notion de valeur, la valeur des choses, par exemple la valeur du travail, la valeur de productivité du travail. Au final, on se rend compte que l'ouvrier, l'employé, le salarié qui fournit une certaine capacité, une certaine dépense, une certaine énergie, et que finalement, ce dont l'entreprise va en tirer en profit, eh bien finalement l'employé, le salarié, l'esclave, si on peut peut-être aussi s'exprimer ainsi, finalement n'en tire pas véritablement le profit. Donc je vous mettrai le lien en bas en commentaire ou dans la dénomination de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. En 1954, tel fut le sujet de préoccupation majeure. Bien que les soi-disant questions morales furent soulevées du point de vue de la loi de sélection naturelle, il fut admis qu'une nation ou qu'une population mondiale qui n'utiliserait pas son intelligence ne serait pas le meilleur que des animaux qui n'ont pas d'intelligence. De telles personnes sont des bêtes d'élevage par choix et consentement. Là, je vous laisse l'interprétation de cette partie à votre propre jugement. En conséquence, dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle, la richesse, de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains de quelques chanceux autodisciplinés et responsables. Alors cette partie-là, elle est très importante parce que
c'est exactement ça. C'est-à-dire que on peut dire que depuis ces 50 dernières années, aujourd'hui, aux États-Unis, on voit le résultat de ça. Afin d'atteindre cet objectif, il était nécessaire de créer, de protéger et d'utiliser de nouvelles armes qui, comme l'avenir le vérifiera, étaient un type d'armes qui subtiles et sophistiquées dans leur principe de fonctionnement et leur apparence publique, qu'elles obtinrent le nom d'armes silencieuses. En conclusion, l'objectif de la recherche économique telle qu'elle est conduite par les dirigeants du capital, donc les banques, et des industries de biens et de services, est l'établissement d'une économie totalement prévisible et manipulable. Afin de parvenir à une économie totalement prévisible, les éléments des classes inférieures de la société doivent être amenés à un contrôle total, c'est-à-dire doivent être mises à la rue, placées sous un joug et assignées à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge avant qu'il ait une opportunité de se poser des questions sur la propriété en la matière. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. Je ne sais pas pour vous, mais là on est en plein dedans. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de la déstructuration du cocon familial, au profit de la liberté, de certains droits acquis, mais qui en réalité ont été à l'encontre d'un principe fondamental, de valeur fondamentale de la famille, de la tradition de la famille, dans lequel évoluent des enfants et dont le cadre, évidemment, va avoir des répercussions et des conséquences sur le développement même de l'enfant, tant sur sa personnalité, sa psychologie, etc. C'est pas nouveau, en effet. Les problèmes ont toujours été intrinsèques à des situations et à des contextes familiales, souvent dépendant aussi de contextes sociaux, mais ces valeurs-là, on va dire que ces valeurs, elles sont quantifiables que depuis, on va dire, le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, début du XIXe. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Et bien là, je vous dis, aux États-Unis, c'est exactement ça. Et j'irai même plus loin, dans les banlieues en France, avec justement tous les enfants de l'immigration, etc., eh bien c'est ce qu'on a fait pendant près de 50 ans, ces 50 dernières années. Avec un tel handicap initial, qui va se répercuter de génération en génération, soyons clairs, évidemment il y aura toujours des exceptions. Là-dessus, il y aura toujours un gamin qui aura une clairvoyance naturelle et inconsciente qui se sortira de sa condition sociale, familiale pour réussir. Mais en majorité, le principe, je dirais le cheminement, le chaînage social et la conséquence sociale sur l'évolution des générations futures dans un contexte familial bien précis et social bien précis, le code il est là. Avec un tel handicap initial, même de brillants éléments des classes inférieures n'ont que peu d'espoir de s'extirper du lot qui leur a été assigné dans la vie. Et ça, je refais référence au spectacle de Franck Lepage sur l'ascension sociale. Allez voir cette vidéo, vous allez voir, elle est longue, c'est une vidéo de 3 heures, mais dans cette vidéo, il y a une partie justement sur l'arnaque de cet argument de l'ascension sociale dans l'éducation française, dans le système éducatif français. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes. À l'exception du fait qu'évidemment, nous sommes aujourd'hui dans une situation contextuelle, économique et sociale extrêmement compliquée, du fait que, malheureusement, je dirais, ce qu'ils n'avaient peut-être pas prévu, c'est le gavage, c'est-à-dire l'abus dans le système économique qui va provoquer, je dirais, une déliquescence et un déclin social-économique très brutal sur lequel peut-être il va y avoir des réactions. Mais ça rejoint plus ou moins le principe de l'objectif qui est le contrôle de masse. Introduction descriptive des armes silencieuses. Tout ce qui est attendu d'une arme ordinaire est attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs, mais seulement dans sa manière de fonctionner. Elle tire des situations au lieu de balles
propulsés par le traitement des données au lieu d'une réaction chimique, tirant leurs origines d'octets informatiques au lieu de grains de poudre, à partir d'un ordinateur au lieu d'un fusil, manipulé par un programmeur d'ordinateur au lieu d'un tireur d'élite, sous les ordres d'un banquier au lieu d'un général d'armée. Là, je répète, ce document-là, je vous donnerai la date tout à l'heure d'où il est tiré, mais il a déjà plusieurs décennies, d'accord ? À l'époque, déjà, l'informatique, puisqu'on en fait état, est un outil de manipulation et de contrôle de masse. C'est-à-dire que là, on est sur un principe stratégique qui est de manipuler la masse, non plus par la force, non plus par la terreur des armes, mais par l'information. Elle ne produit pas de bruit, d'explosion, évident, ne cause pas de dommages physiques ou mentaux, évident, et n'interfère pas de façon évidente à la vie quotidienne sociale de chacun. Sauf que là, évidemment, aujourd'hui, avec le tout connecté, on a quand même des gens, oui, qui en effet commencent à se poser des questions sur ce fait. Elle produit pourtant un immanquable bruit, cause d'immanquables dommages physiques et mentaux, et interfère de façon immanquable avec la vie sociale quotidienne, ou plutôt immanquable pour un observateur entraîné, pour celui qui sait quoi regarder. Là, c'est pareil, cette phrase, aujourd'hui, elle voit son application avec les réseaux sociaux, avec cette notion d'exister par l'intermédiaire du virtuel, c'est-à-dire exister par l'intermédiaire des réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont drogués aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous leur coupez leur portable ou leur ordinateur pendant une journée, ils deviennent dingues. Donc là, voilà, ça fait partie de ce jeu-là. Le public ne peut pas comprendre cette arme, et donc ne peut pas croire qu'il est attaqué et soumis par une arme. Et en effet, même si peut-être vous, aujourd'hui, vous êtes conscient, parce que vous avez des connaissances technologiques qui vous permettent justement de vous poser les bonnes questions, majoritairement et en grand nombre, il suffit de voir aujourd'hui comment le développement du téléphone, du smartphone s'est fait. Combien sont-ils aujourd'hui de ces jeunes qui utilisent des réseaux sociaux sans se douter que tout ce qu'ils y publient, eh bien, va à un moment donné être utilisé ou stocké pour définir, profiler ce dont ils sont dans la société. Et voir à terme, si un jour certains d'entre eux, dans quelques années, se réveillent et finissent par devenir des dissidents ou des rebelles, eh bien on va leur ressortir leurs vices, leurs défauts, leurs propos. Déjà aujourd'hui, les gens qui n'ont pas fait attention de faire des tweets, ou de donner leur avis un peu trop crûment ou de façon un peu trop honnête, eh bien aujourd'hui on leur rappelle qu'ils ont tenu des propos qui sont complètement à l'inverse de ce qu'ils prétendent aujourd'hui. Alors, on dit qu'il y a les imbéciles ne changent pas d'avis, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quand même un des outils de déstabilisation qui est très souvent utilisé. Le public peut instinctivement sentir que quelque chose ne va pas, mais en raison de la nature technique de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment d'une façon rationnelle et prendre en main le problème avec intelligence. Par conséquent, il ne sait pas comment crier à l'aide et ne sait pas comment s'associer avec d'autres pour se défendre. Et là, les réseaux sociaux en sont remplis. Encore là, il y a récemment, je viens de tomber sur quelqu'un sur lequel j'ai essayé de lui rappeler les principes fondamentaux finalement de la religion, c'est-à-dire que quand on s'assimile ou quand on se prétend musulman, catholique, protestant, juif, qu'on est croyant, pratiquant ou non pratiquant, on se doit normalement de respecter ou d'assimiler des dogmes, d'assimiler des règles et d'en faire partie. Et cette personne m'avait répondu, mais de façon assez vulgaire, très insultante, parce que je rappelais tout simplement un principe. Je ne faisais pas un jugement de valeur, mais je rappelais un principe qui était lié à un sondage comme quoi les 15-25 ans musulmans, 26% d'entre eux ne condamnaient pas les attentats de Charlie Hebdo, alors que nous sommes à la veille du procès qui doit avoir lieu cette semaine. Et je rappelais tout simplement, parce que quand on est musulman, croyant, pratiquant ou non pratiquant, on ne peut pas condamner un acte qui va punir des gens qui ont, je dirais, blasphémé contre un principe même de leur religion. C'est comme les catholiques, même si certains d'entre eux comprennent la situation sociale, affective, psychologique de certaines femmes enceintes qui ne veulent pas d'enfants, etc.,
Si l'Église ne reconnaît pas l'avortement, les catholiques croyants, pratiquants ou non pratiquants, logiquement ne sont pas censés accepter l'idée de l'avortement. Alors après, évidemment, on va toujours trouver des gens qui... Mais là, je vous rappelle, c'est un rappel de principe. C'est pas un jugement de valeur, hein, un rappel de principe. Sauf que la personne qui m'a répondu n'a pas compris que c'était un rappel de principe et non pas un jugement de valeur. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc, et il m'a sorti un tableau sur la considération, sur les transgenres pouvant être couple, adoptant les enfants, etc. Alors que c'est complètement hors sujet. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec ce dont je parlais. Mais enfin voilà, et ça rejoint finalement ce que je viens de lire, c'est que finalement, au bout d'un moment, il y a des gens qui, pour exister, se convainquent de certaines connaissances, de certaines valeurs, alors qu'en réalité, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais voilà, ça fait partie, malheureusement, aujourd'hui, de cette déliquescence, finalement, de l'intelligence. Malheureusement, c'est bien le cas. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre... non, celle-là, j'ai déjà lu, excusez-moi. Le public indien, lorsqu'une arme silencieuse est appliquée, graduellement, les gens s'ajustent, s'adaptent à sa présence et apprennent à tolérer les répercussions sur leur vie jusqu'à ce que la pression psychologique via économique devienne trop grande et qu'ils s'effondrent. On est en plein dedans. La technologie aujourd'hui a permis d'avoir des outils de pression sur les individus. C'est-à-dire que soit vous filez droit, ou si vous ne filez pas droit, censuré, bloqué. Hein, En conséquence, l'arme silencieuse est un type d'arme biologique. Elle attaque la vitalité, les options et la mobilité des individus d'une société en connaissant, comprenant, manipulant et attaquant leurs sources d'énergie sociale et naturelle, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses physiques, mentales ou émotionnelles. Et là, on en revient exactement, c'est exactement ce que je disais dans la précédente vidéo concernant justement le problème de l'émotionnel chez les Américains. Et bien là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'exacerber l'émotionnel d'un individu, c'est à terme l'empêcher d'avoir une raison gardée, d'avoir une objectivité, d'avoir une capacité de raison et de bon sens. Il ne réagit plus dans ce sens, dans le bon sens, il réagit par l'excès d'émotions qu'il reçoit par rapport à des événements et fait des partis pris, prend des convictions qui en réalité l'éloignent de ce qui doit être normalement preuve d'intelligence et d'avoir du référé, d'avoir du factuel, d'avoir de la réflexion sur beaucoup de domaines. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. C'est une affirmation qui est de Mayer Amschel Rothschild. La technologie actuelle des armes silencieuses est une extension d'une idée simple découverte succinctement exprimée et effectivement appliquée par Mayer Amschel Rothschild. Mr. Rothschild découvrit le composant passif manquant de la théorie économique, connu sous le terme d'induction économique. Bien sûr, il ne pensa pas à sa découverte en ces termes du XXe siècle, et l'analyse mathématique dut attendre la seconde révolution industrielle, l'avènement des théories physiques et électroniques, et finalement l'invention de l'ordinateur électronique, avant d'être effectivement mise en application dans le contrôle de l'économie mondiale. Et c'est tout à fait ça. Il faut savoir qu'à partir des années 70, même déjà de partir des années 60, on a commencé à digitaliser, c'est-à-dire à travailler avec du virtuel. Et aujourd'hui, votre argent n'est plus de l'argent physique, excepté celui que vous allez chercher dans un distributeur. Et encore, aujourd'hui, on est en train de se poser la question si finalement il y avait une volonté de supprimer l'argent liquide. Mais aujourd'hui, votre argent en tant que monnaie, en tant que devise, eh bien, elle est virtuelle. Ce sont des 0 et des 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque, quand vous lui mettez 100 € sur votre compte, les 100 € ne sont pas sur votre compte. Les 100 € vont dans le compte de la banque. Et ces 100 €, la banque va les faire fructifier. Et en réalité, le principe aujourd'hui des banques de dépôt qui font maintenant aussi de l'investissement, merci M. Bill Clinton avec la dérégulation en 1997, eh bien, au lieu d'être une banque de dépôt qui évidemment utilisait l'argent pour essayer de faire fructifier, mais avec des
d'énormes sécurités, avec d'énormes barrages, avec d'énormes barrières pour éviter justement les dérapages. Et bien aujourd'hui, les dérapages, 2008, voilà comment des gens vont finir par perdre de l'argent. Et si jamais une des banques systémiques européennes se pète la gueule, il va y avoir un effet domino, et tous les gens qui ont plus de 100 000 $ ou 100 000 € sur leur compte, eh bien, bonne chance. Énergie, la découverte de M. Rothschild. Donc, on y vient. Ce que M. Rothschild avait découvert était le principe de base de pouvoir, de l'influence et du contrôle sur les gens tel qu'il est appliqué à travers l'économie. Ce principe est, lorsque vous prenez l'apparence du pouvoir, les gens vous le donnent bientôt. M. Rothschild avait découvert que la monnaie et les comptes de crédit sur dépôt avaient l'apparence requise du pouvoir, qui pouvaient être utilisés pour induire des gens, l'inductance, les gens correspondant à une champ magnétique, une échéance en échangeant leur réelle richesse contre une promesse de richesse plus grande. C'est la spéculation. C'est le principe, au lieu de laisser votre argent dans un coffre, eh bien donnez-nous-le nous, on va vous le faire fructifier. Mais aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais sauf que c'est la banque quand même qui se sert au passage, et vous avez parfois rien. Les comptes rémunérés, c'est pareil, c'est peanuts par rapport à ce que normalement vous pourriez gagner lorsque la banque se sert de votre argent pour spéculer. Le remboursement des dettes serait assuré par l'aide économique à l'ennemi de l'emprunteur. Le profit généré par cette méthode économique permit à M. Rothschild de multiplier sa fortune. Il découvrit que l'avidité du public permettrait à la monnaie d'être imprimée par le gouvernement au-delà des limites, inflation, de remboursement en métal précieux ou en production de biens et de services. Alors, tout le reste, je vais passer dessus parce que, de toute façon, je vous mettrai le document en référence, parce que c'est assez technique, mais ça résume finalement le fait qu'en réalité, petit à petit, lorsqu'on a développé la monnaie papier, et ben c'est là qu'on a commencé finalement un petit peu à arnaquer, je dirais, les gens par rapport à leur argent. Donc on est sur, voilà, peut-être 16e, 17e siècle, et ça s'est évidemment accéléré avec l'ère industrielle du 19e siècle et début du 20e siècle, quand on a commencé tout simplement à commencer à développer les bases de ce qu'allait la société de consommation. C'est-à-dire que l'idée de dire ne faites pas des économies pour vous acheter ce que vous avez envie, utilisez un crédit et comme ça vous l'avez tout de suite. Sauf qu'évidemment vous le payez sur du moyen terme, et la banque, au passage, vous tire des intérêts. Et ça, c'est un principe qui s'est instauré, qui était déjà instauré à l'époque, mais dans des sphères d'État, dans des sphères économiques, de marché, etc. Mais le particulier, le simple ouvrier, etc., n'avait pas accès à ces procédés-là. Ces procédés sont relativement contemporains dans l'histoire. Oui, alors je ne veux pas. La guerre est donc l'équilibre du système obtenu en tuant les vrais créditeurs, le public à qui on dit d'échanger des véritables valeurs contre de la monnaie surévaluée, et en ayant recours à tout ce qui reste des ressources de la nature et de la régénération de ces ressources. Et en effet, aujourd'hui, toutes les ressources naturelles, ce qu'on appelle les matières premières, sont aujourd'hui au sein d'un marché, ce qu'on appelle le marché des matières premières, dans lequel, je rappelle, l'une des sociétés, une des banques qui avait véritablement un monopole énorme sur ce marché-là, c'était la JP Morgan. JP Morgan qui était en guerre avec Goldman Sachs, et finalement Goldman Sachs a fini par gagner, et JP Morgan a été obligé de vendre son secteur des matières premières à Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs aujourd'hui est un empire. Ce n'est pas qu'une banque, c'est un véritable empire. Découverte décisive. Le champ de l'industrie aéronautique fournit la plus grande évolution en engineering économique par la voie de la théorie mathématique du shock testing. Dans ce procédé, un projectile est tiré à partir d'un avion vers le sol et l'impulsion du recul est mesurée par des capteurs de vibration disposés sur la carlingue et branchés à des graphes enregistreurs. En étudiant l'écho ou les réflexions de l'impulsion de recul de l'avion, il est possible de découvrir les vibrations critiques de la structure de l'avion. Du point de vue de l'engineering, cela signifie que les forces et les faiblesses de la structure d'un avion en termes d'énergie vibratoire peuvent être découvertes et manipulées. Alors là, c'est évidemment un peu technique.
Application en économie. Pour utiliser cette méthode du shock testing aéronautique dans l'ingénierie économique, les prix des produits sont soumis à un choc et la réaction du public est mesurée. L'écho résultant du choc économique est interprété théoriquement par des ordinateurs et des structures psycho-économiques est ainsi découverte. C'est par ce procédé qu'est découvert ce qui définit le ménage familial et rend possible son évaluation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque, on a commencé à établir tout simplement des bases statistiques, ce que l'on appelle plus vulgairement aujourd'hui le panier de la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, c'est un des exemples, c'est-à-dire que c'est une moyenne qui permet de calculer l'impact des fluctuations économiques, soit en matière de consommation, soit en matière d'épargne, de revenus et de PIB. Dès lors, la réponse du ménage au choc futur peut être prédite et manipulée. Et en effet, aujourd'hui, on peut estimer l'évolution et les comportements, comme par exemple aujourd'hui avec la pandémie, il y a dès le départ quelque chose qui était évident, c'est que les gens allaient moins consommer, qu'ils allaient certainement consommer par l'achat par Internet. Et en effet, aujourd'hui, Amazon va exploser les chiffres parce que ça a été évidemment une aubaine pour eux, puisque leur chiffre d'affaires a explosé sur la vente en ligne. Mais par contre, le commerce de proximité, le commerce réel, le commerce physique, lui, par contre, aujourd'hui, il est aux abois parce que les gens n'ont pas été achetés autant qu'ils achetaient avant. Donc voilà, là, on est dans cette démonstration-là. Le modèle économique. Le Harvard Economic Research Project de 1948 était une extension d'Operation Research. Son propos était de découvrir la science du contrôle d'une économie, au départ l'économie américaine, puis l'économie mondiale. Il fut pressenti qu'avec suffisamment de bases mathématiques et de données, il serait bientôt facile de prédire et de contrôler la tendance d'une économie aussi bien que de prédire et de calculer la trajectoire d'un projectile. Ceci s'est effectivement avéré être le cas. Plus encore, l'économie a été transformée en un missile guidé vers une cible. Le but immédiat du projet Harvard était de découvrir la structure économique, quelle force modifie cette structure, comment le comportement de la structure peut être prédit et comment il peut être manipulé. Ce qui était recherché était une connaissance bien organisée des structures mathématiques et des interrelations d'investissement, de production, de distribution et de consommation. Donc voilà, on est là sur l'explication en fait de cette théorie de ce principe économique. Là encore, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez technique. Le shock testing économique, on en a parlé, donc là-dessus, je vous laisse aller sur le document pour compléter votre connaissance sur la chose. Petit rappel quand même sur les concepts généraux de l'énergie. Dans l'étude des systèmes d'énergie, il apparaît toujours 3 concepts élémentaires. Ce sont l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et la dissipation d'énergie. Et correspondant à ces 3 concepts, il y a 3 contreparties physiques essentielles et idéalisées appelées composants passifs. Dans la science physique, le phénomène d'énergie potentielle est associé à une propriété physique appelée élasticité ou rigidité et qui peut être représentée par un ressort tendu. Et en science électronique, l'énergie potentielle est stockée dans un capaciteur au lieu d'un ressort. Cette propriété est appelée capacitance au lieu d'élasticité ou rigidité. Deuxièmement, dans la science physique, le phénomène d'énergie cinétique est associé à une propriété physique appelée inertie ou masse et peut être représenté par une masse en mouvement. En science électronique, l'énergie cinétique est stockée dans un inducteur, un champ magnétique. Cette propriété est appelée l'induction au lieu d'inertie. Et troisièmement, dans la science physique, le phénomène de dissipation énergétique est associé à une propriété physique appelée friction ou résistance et qui peut être représentée par un appareil convertissant l'énergie en chaleur. En science électronique, la dissipation d'énergie est produite par un élément appelé résistance ou conducteur. Cette propriété est appelée résistance ou conductance. Donc voilà les 3 principes d'assimilation scientifique et électronique. La capacitance électronique, c'est en matière économique le capital, donc les agents, le stock, l'inventaire, l'investissement immobilier, les valeurs durables, etc. La conductance économique, c'est la marchandise, c'est-à-dire le coefficient de flux de production.
hein, l'offre, la demande, etc. Et l'inductance économique, eh bien, c'est les services. C'est-à-dire l'ensemble de la théorie mathématique qui a développé dans l'étude d'un système énergétique, mécanique, électronique, peut être directement appliqué dans l'étude de n'importe quel autre système d'énergie, par exemple économique. Là encore, je ferai référence à Jankovic sur ce domaine-là. Je ne vais pas aller plus loin en économie nationale, consiste des flux, la capacitance, etc., parce que ça reste encore très technique. L'inductance électrique, le facteur inductif est considéré. Introduction aux amplificateurs économiques, tout ça, je ne vais pas vous donner ces éléments-là. De toute façon, le document, je vous le rappelle, je vous essaierai de vous donner la référence. Vous le trouvez en PDF. Diversion, la stratégie première. L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour rendre efficace une arme silencieuse est gagner le contrôle du public et de maintenir le public ignorant des principes basiques des systèmes d'un côté, tout en le gardant dans la confusion, désorganisée et distraite avec des sujets sans importance réelle de l'autre côté. Là, vous voyez la traduction aujourd'hui dans le réel de cette phrase. Je pense qu'on comprend bien hein, le principe. Ceci est obtenu en 1. Décourageant l'activité de leurs esprits, c'est-à-dire saboter leurs activités mentales, fournissant des programmes d'éducation de basse qualité en mathématiques, logique, design de système et économie, et en décourageant la créativité. Et en effet, le système éducatif est tout à fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie d'incrémenter dans l'esprit du par cœur, c'est-à-dire d'apprendre des données, d'apprendre des références par cœur, mais on empêche aujourd'hui d'analyser. C'est-à-dire que pour imager, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on apprend aux enfants que 2 plus 2 ça fait 4, et que c'est comme ça. Mais on n'apprend pas aux enfants de dire pourquoi 2 plus 2 fait 4. C'est-à-dire essayer de faire fonctionner le cerveau des enfants. Hein, c'est-à-dire qu'on incrémente de l'information dans le cerveau des gens qui vont s'en servir pour les ressortir dans leur compréhension du monde. Sauf que ces informations, eh bien, elles dépendent très souvent d'idéologie, de politique, de situation, de contexte, de propagande, de manipulation, etc. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont convaincus d'avoir raison parce qu'ils ont appris des données, mais des données qui sont en effet réelles, mais qui sont incomplètes, qui nécessitent une réflexion, qui nécessitent une démarche de raisonnement, mais qu'ils n'ont plus. Et aujourd'hui, il est très clair que l'éducation nationale ne forge plus des gens à raisonner. On forge des gens à apprendre des choses, à les conditionner, à les profiler, à les programmer, mais pas à avoir le libre arbitre. Hein, qu'on soit bien clair sur la question. Encourageant leurs émotions, augmentant leur égocentrisme et leur goût pour les activités émotionnelles et physiques en multipliant des affronts et attaques émotionnelles, viols mental et émotionnels, au moyen de barrages constants de violence, de guerre, de sexe dans les médias, en particulier la télévision et les journaux, l'Internet aujourd'hui, leur donnant ce qu'ils désirent en excès, c'est-à-dire que le principe du junk food, pour l'esprit, et en les privant de ce dont ils ont réellement besoin. Et c'est vrai que depuis maintenant, on va dire la fin des années 70, le modèle de surconsommation américain a été exporté en Europe. Et aujourd'hui, on est en effet face à des gens qui consomment parfois plus que ce dont ils ont besoin. Et même aujourd'hui, on voit bien que la stratégie commerciale de beaucoup d'entreprises, ce n'est pas de satisfaire aux besoins, c'est de créer le besoin. Donc là, on est en plein dedans. Réécrivant l'histoire et les lois, et soumettant le public à des distractions, et en étant ainsi capable de déplacer leurs pensées et de leurs besoins personnels vers des priorités extérieures hautement fabriquées. Fabrication, tout simplement, de l'irresponsabilité, de l'infantilisation, et que la conséquence est ce qu'elle est aujourd'hui dans nos sociétés, c'est-à-dire des individus totalement irresponsables. C'est-à-dire qui portent plus d'importance à se réveiller et à ce que leur téléphone soit chargé à 100% pour pouvoir vérifier s'ils ont reçu 10, 20 ou 30 likes sur leur post avec leurs photos débiles, plutôt que de s'intéresser à préparer le déjeuner de leurs gamins. Voilà, on en est là. Troisièmement, réécrivant donc l'histoire, ceci prévient leur intérêt et leur découverte possible des armes silencieuses et de la technologie d'automatisation sociale. Et en effet, c'est
les outils sont aujourd'hui à leur point, on ne va pas dire culminant, parce qu'il y a encore des processus technologiques qui vont augmenter un petit peu ce procédé, dont d'ailleurs le puçage humain fait partie de ces armes silencieuses, qu'on soit bien clair sur la question. La règle générale est qu'il y a un profit dans la confusion. Plus la confusion est grande, plus le profit est grand. Ainsi, la meilleure approche est de créer des problèmes et ensuite d'offrir des solutions. C'est le principe de la thèse et de l'antithèse. C'est-à-dire, on va générer des problèmes et ensuite on va apporter des solutions miracles, mais des solutions miracles à condition d'acquérir, d'obtenir le consentement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés? Eh bien, on crée le chaos. On est en train de créer le chaos civilisationnel en Europe, on est en train de créer le chaos partisaniste, presque fanatique, entre les progressistes et les conservateurs aux États-Unis, et poussé jusqu'au point culminant, et à un moment donné, la majorité des gens vont dire « Attendez, non, là ça va trop loin, la violence, les guerres de rue, la guérilla, ok, on peut résoudre le problème. Mais par contre, vous nous accordez le fait de supprimer vos libertés, parce qu'on a besoin. On a besoin de supprimer vos libertés de mouvement, votre liberté de penser, votre liberté d'agir, votre liberté d'expression, etc. Parce que sans occulter ces libertés, on ne peut rien faire. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, les éléments de diversion, c'est les médias. Garder l'attention du public, adulte, distrait, loin des véritables problèmes sociaux, captivé à des sujets sans importance réelle. La télé-réalité, par exemple, est un outil massif de distraction, en dehors, évidemment, du sport. Par exemple, aux États-Unis, vous avez énormément d'Américains qui ne sortent quasiment pas le week-end parce qu'ils regardent les matchs, que ce soit le basket, toutes les ligues s'enchaînent, puisque vous avez la ligue de baseball, ensuite le basket et ensuite le football. Ça se chevauche un peu parce que vous avez différentes catégories, etc. Mais constamment, la télévision américaine, surtout le dimanche, offre toujours des retransmissions de sport en direct en 24 heures sur 24. C'est le principe des chaînes thématiques, c'est que voilà, alors, tous les aspects évidemment économiques, publicitaires, contrats d'exclusivité, etc. que cela implique. Enseignement, garder le public ignorant des véritables mathématiques, de la véritable économie, de la véritable loi et de la véritable histoire. Et en effet, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on légitime le fait qu'on veut enseigner aux gamins un ensemble de connaissances, mais comme ils sont quand même limités en semaine par le temps, on ne va pas leur faire 70 ou 90 heures par semaine, et les matières sont parfois réduites à leur essentiel, réduites à ce qu'on veut bien qu'ils acquièrent, mais sans aller au-delà, sans aller dans des explications ou dans des développements plus précis. Les cours d'histoire sont façonnés, on annonce et on énonce et on enseigne une histoire officielle, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire qui nous donnait donc l'histoire officielle, nous donnait une explication de réflexion, et après à la fin il nous disait « maintenant vous pensez ce que vous voulez ». Voilà, sous-entendant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre la chose, faites vos propres recherches, etc. Voilà, super ce prof-là. Spectacle, maintenir les divertissements, donc le divertissement public en dessous du niveau de la 6e. Travail, garder le public occupé, sans aucun temps de pensée, de retour à la ferme ou avec les autres animaux. C'est-à-dire qu'on coupe. On coupe en effet sur le rural. Le rural reste encore un milieu où il y a l'essentiel, c'est-à-dire le retour à la nature, la proximité avec la nature à la fois la faune et la flore. Et parce que c'est dangereux parce que l'urbain qui va dans la campagne, à un moment donné, il va se rendre compte que finalement, il a une vie de merde. Il a une vie de merde. Excusez-moi pour ceux qui habitent en milieu urbain, mais on a tous à un moment donné cette notion de se dire que, et finalement, la campagne, c'est le retour aux sources. C'est le retour à l'essentiel, c'est la prise de conscience de la qualité de vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'avec le Covid, tous les gens qui ont été en télétravail, et qui finalement ont été en télétravail chez les grands-parents ou chez les parents qui, eux, sont en retraite et qui habitent dans une maison loin, dans une campagne, dans un petit village, ou truc comme ça, tout d'un coup, les gens se disent « mais putain, c'est génial ici, c'est calme, c'est tranquille ». Voilà, qualité de vie. Et ça, aux États-Unis, vous avez actuellement à Manhattan des consortiums de propriétaires
d'immeubles de bureaux qui sont en train de pleurer et qui veulent essayer de trouver un arrangement pour obliger les entreprises à rappeler leurs salariés. On en est là. Il faut savoir que vous avez actuellement à Manhattan beaucoup d'entreprises qui n'ont pas renouvelé le bail de leur bureau, et il y en a d'autres qui apparemment attendent la fin du bail et ne reviendront pas, ne re-signeront pas. Donc là, c'est voilà, les conséquences sur l'immobilier de bureaux à Manhattan, va y avoir un gros problème. Et c'est le cas dans beaucoup de grandes villes, surtout en plus avec ce qui se passe avec les BLM, qui foutent le bordel, et ceci. La table des stratégies, c'est faites ceci pour obtenir ceci. Et en effet, on incite et on conditionne les gens à avoir un travail pour gagner de l'argent et s'acheter ce qu'ils ont envie. On est même au-delà. C'est-à-dire que, vu que le travail n'est plus suffisamment rémunérateur, on va dissuader les gens, mais la télévision 4K 95 cm, pourquoi attendre de mettre de l'argent de côté pour l'acheter? Vous pouvez l'acheter, faites un crédit. Regardez, on vous offre des crédits pour tout. Même aux États-Unis, vous sortez de chez un opticien, par exemple. Moi, mon opticien, le parcours est toujours dessiné. C'est-à-dire, vous attendez en salle d'attente, vous passez devant l'assistante, vous passez devant l'opticien, et une fois que vous avez fini, on vous débarque dans le magasin, parce qu'ils ont un magasin. Et là, on vous fait l'article, etc. Si vous voulez pas faire trop usage de votre assurance santé, ou si vous n'avez pas une couverture suffisante, on vous propose un crédit, sur tant, etc. Voilà, ça fonctionne, c'est le business, ici aux États-Unis. Gardez le public ignorant, donc moins d'organisation publique. Créer de la préoccupation, moins de défense. C'est-à-dire que quand on crée des préoccupations individuelles, personnelles, les gens sont moins sur la défensive par rapport aux des phénomènes collectifs. Attaque des cellules familiales, donc contrôle de l'éducation de la jeunesse, déstructuration des valeurs familiales, traditionnelles, etc. Donner moins de cash et plus de crédit ou d'indemnité, c'est-à-dire la numérisation et la digitalisation de l'argent, du revenu, conformité sociale, simplicité des programmations informatiques. Donc là, en effet, on essaie de conditionner à des profils sociaux, à des profils idéologiques. C'est que dès que vous commencez à prendre un peu d'écart, vous êtes généralement très mal vu. Minimiser la protestation contre les taxes, maximum de données économiques, minimum et problèmes de contraintes. Là encore, aujourd'hui, manifestation, si on vous repère, si vous êtes trop dissident, si vous êtes trop clameur, si vous êtes trop gueulard, etc., on va vous choper, on va vous identifier, et on va faire pression économique sur vous, surtout si vous êtes endetté. Stabiliser le consentement, simplicité des coefficients, établir des conditions cadres, simplicité des problèmes, solution des équations différentielles, justesse du timing, moins de décalage et de flou dans les données, maximiser le contrôle, résistance minimum au contrôle. C'est-à-dire tout ce qui peut éventuellement guider, motiver, organiser toute résistance structurée, ce qui n'est pas le cas des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ne sont pas structurés, c'est à chasser. C'est à chasser, à détruire, à annihiler le plus rapidement possible. Logistique. L'application avec succès d'une stratégie requiert une étude attentive des entrées-sorties de la stratégie reliant les entrées aux sorties et des sources d'énergie disponibles pour remplir cette stratégie. Cette étude est appelée logistique. Un problème logistique est étudié au niveau élémentaire d'abord, puis les niveaux de complexité plus grands sont étudiés en tant que synthèse des facteurs élémentaires. Cela signifie qu'un système donné est analysé, c'est-à-dire décomposé en sous-systèmes, ceux-ci étant à leur tour analysés jusqu'à ce que, par ce processus, on parvienne à l'atome logistique, l'individu. Donc c'est technique, excusez-moi, mais en résumé, c'est-à-dire il faut déterminer, quantifier et classifier un ensemble de facteurs, un ensemble de curseurs qui peuvent amener à des comportements qu'on peut qualifier de déviants. Voilà, c'est le terme. Donc à partir du moment où on a tout d'un coup détecté un comportement déviant d'un comportement classifié, d'un comportement étudié, d'un comportement programmé, on va dire, suivant la catégorie sociale, et bien là, tout d'un coup, il y a un cluster, et attention, cette personne-là, il y a une déviance idéologique, déviance comportementale, déviance, etc. Ce qui pourrait être utile pour détecter des criminels, par exemple. Mais non, c'est pas le but. C'est pas le but de cet objectif. L'objectif, c'est le contrôle, c'est pas la répression.
Donc c'est-à-dire que le paroxysme, en réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qui permettraient de déterminer, vous savez, un peu à la science-fiction, comme le film de Spielberg, Minority Report, pas dans ce contexte-là, mais on a aujourd'hui des outils, on a des algorithmes qui permettent, exactement comme pour la météo par exemple, si aujourd'hui on arrive à préciser ou à prévoir plus ou moins la météo, pas avec exactitude, mais qu'on arrive à déterminer ce qui peut arriver dans les 24-48 heures avec un grand nombre de données qu'on est capable d'analyser, eh bien on peut faire la même chose avec les individus, avec les personnes dans leur comportement. Et pour ça veut dire que il faut pouvoir suivre, il faut pouvoir collecter le maximum d'informations en temps réel sur les individus, sur leurs activités, leurs propos, leurs dires, leurs pensées, etc. Finalement, on n'en est pas loin, parce que c'est déjà le cas. Les réseaux sociaux sont un outil formidable. C'est pour ça que, même si Facebook est aujourd'hui un réseau social de merde, les gens vont continuer à aller sur Facebook, parce que c'est le seul qui a le monopole fonctionnel, et qui rassemble, je crois, 8 milliards d'individus à travers le monde, si c'est pas plus. Donc après, voilà. Bon, après, il y a d'autres éléments techniques sur la possession, les handicaps, les sources gouvernementales. Donc tout ce processus d'armes silencieuses, à terme, doit avoir un but bien précis, c'est le contrôle absolu. C'est-à-dire le contrôle absolu de sur quoi? Eh bien, les courtes listes, la création de situations contrôlées, manipulation de l'économie et de la société doit pouvoir allouer des opportunités, détruire des opportunités, contrôler l'environnement économique, contrôler la disponibilité des matières premières, contrôler le capital, contrôler le taux bancaire, contrôler l'inflation des monnaies, la possession de la propriété. On y vient. C'est-à-dire que le leasing, la location, etc., c'est un marché qui va se développer. C'est-à-dire pourquoi devenir propriétaire d'une voiture quand vous pouvez la louer? Ça, c'est en fait dématérialiser le principe même de propriété. Donc ça, aujourd'hui, c'est des secteurs de marché qui sont en développement. Donc la fabrication, la disponibilité de biens de consommation, le prix des biens de consommation, les services, les forces de travail, etc., les paiements et des fonctionnaires et du gouvernement, les fonctions juridiques, les fichiers de données personnelles, la publicité, le contact avec les médias, le matériel disponible pour la réception de TV, détourner l'attention des problèmes réels, encourager les émotions, créer le désordre, le chaos, l'aliénation mentale, contrôler, etc. Donc vous avez tous ces facteurs qui aujourd'hui, on trouve parfaitement leur application dans la réalité, dans la société d'aujourd'hui, avec les technologies et surtout Internet. Internet a énormément permis aujourd'hui de mettre en place justement ces outils de contrôle, même s'ils ne sont pas tellement voyants, même si on se doute qu'ils existent, ils n'en sont pas moins utiles, ils n'en sont pas moins aisés pour du contrôle de masse. Je parle de masse, pas de cas particuliers sur des problèmes de criminalité, de fraude, etc. Ça, on peut le faire, mais il n'y a pas de volonté de le faire, il n'y a pas de motivation de le faire, il n'y a pas d'intérêt de le faire, parce que ce sont des clusters qui sont aussi, ce sont des indices qui servent l'intérêt justement de ce contrôle. La structure politique d'une nation, action offensive, responsabilité, etc. Vous verrez ça sur le document si vous avez la curiosité. Et en résumé, le peuple mandate les politiciens afin que le peuple puisse obtenir la sécurité sans avoir à l'organiser, obtenir l'action sans avoir à y réfléchir, infliger le vol, les blessures et les morts à d'autres sans avoir à contempler la vie et la mort, inviter la responsabilité par leur propre intention, obtenir les bénéfices de la réalité et de la science sans s'exercer eux-mêmes à la discipline d'affronter ou d'apprendre l'une ou l'autre de ces choses. Il donne aux politiciens le pouvoir de créer et de diriger une machine de guerre pour pouvoir à la survie de la nation, empêcher l'empiètement de quoi que ce soit sur la nation, détruire les ennemis qui menacent la nation, détruire ceux des citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas au respect de la stabilité de la nation. Alors attention sur ces derniers éléments, là il faut prendre ça non pas sur la notion de préservation de la souveraineté de l'État-nation, c'est le prétexte pour permettre au peuple, c'est-à-dire qu'on demande au peuple de croire et d'être convaincu que le politicien, on lui donne le pouvoir de créer, de diriger une machine de guerre pour défendre l'intérêt. Même si derrière,
il est évident que d'ailleurs, ça, c'est ce qui s'est passé avec l'Irak. C'est-à-dire que les Américains ont été convaincus que l'Irak avait des armes de destruction massive qu'ils pouvaient utiliser contre les intérêts américains. Sauf qu'au final, aujourd'hui, quand on rappelle aux Américains, vous pouvez me rappeler pourquoi vous avez été en Irak, pourquoi vous avez soutenu cette guerre en Irak, etc. Là, tout d'un coup, là, c'est le dérapage. C'est pour ça qu'on minimise complètement la chose. Et puis, détruire ceux des citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas au respect de la stabilité de la nation, et bien aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont tout à fait capables demain d'autoriser ou de donner le pouvoir à l'État de punir, de réprimer, de tuer ceux qui ne sont pas conformes à l'idée ou à l'opinion ou l'idéologie dominante. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les BLM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on met des armes entre les mains des Américains qui sont des pro-BLM et tellement conditionnés à ça, etc., ils sont capables de les utiliser, oui, pour tuer, quoi, pour tuer un maximum de gens qui ne se confortent pas, je dirais, à leurs propres opinions. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui dans d'autres pays. C'est qu'on joue la manipulation pour montrer du doigt le mauvais citoyen, le mauvais patriote qui ne pense pas comme la majorité, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis avec la guerre post-11 septembre. C'est tous les Américains à un moment donné qui se sont dit attendez, moi j'ai des questions quand même à poser, parce que là c'est trop facile de nous mettre ça, etc. Ces Américains-là, mais ne pouvaient même plus s'exprimer, ne pouvaient rien dire, parce qu'ils étaient tout de suite taxés de ne pas être patriotes. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec cette guerre fratricide qu'il y a contre Donald Trump, où les Américains n'admettent pas qu'à un moment donné, on puisse dire « Attendez, on va prendre du recul, je ne suis pas un pro-Trump, je ne suis pas pour Trump, au contraire, je veux que Trump dégage, mais je voudrais quand même qu'on réfléchisse. » Ah ben non, tu n'as pas le droit de réfléchir. C'est soit tu es contre Trump et tu prends le profil d'un anti-Trump, quitte même, s'il faut le tuer, il faut le tuer. S'il faut l'assassiner, eh bien, on l'assassinera. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc le document que je viens de vous lire, pour terminer, eh bien c'est un document qui, tout simplement, a été un document officiellement. Alors après, je veux savoir si c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien, etc. Il n'empêche que quand même le contenu, je veux dire, celui qui a peut-être laissé ce document traîner volontairement pour essayer de nous convaincre de la chose, il l'a quand même fait de façon assez fortuite. Négligence ou fuite exceptionnelle, il semble que ce document ait été en la possession des services secrets de l'US Navy. Le document par sécurité ne porte pas de signature à l'organisation dont il provient. Mais les recoupements d'informations et des dates laissent supposer qu'il pourrait s'agir d'un document émanant du groupe de Bilderberg, d'un club de réflexion qui rassemble des personnes extrêmement puissantes des mondes de la finance, de l'économie, de la politique, de l'armée et des services secrets. Donc, c'est-à-dire que c'est un document qui possiblement aurait été émis auprès de l'US Navy, auprès des autorités américaines, par le groupe Bilderberg. Donc ça veut dire que c'est un document qui a dû certainement être émis aussi à d'autres organismes, d'autres nations, on va dire. Ce document pourrait avoir... Le document se présente comme un manuel de programmation de la société apparemment destiné aux nouveaux membres de l'organisation. Ce document pourrait aussi avoir été écrit par un auteur de science-fiction inspiré ou par un journaliste bien informé, vrai ou faux. L'important est que les stratégies qui sont décrites ici sont très largement appliquées dans les orientations de l'économie et de la gestion des sociétés occidentales depuis 30 ans dans tous les pays, et avec une remarquable synchronisation. Et c'est vrai que là, ce que je vous ai donné, force est de constater qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on voit la mise en application de ces théories. Donc c'est un document qui serait émané qui date de 1991, mais je crois c'est un document qui est beaucoup plus ancien, je crois qu'il date du début des années 80 ou fin 70. J'ai pas de date précise, je vous mettrai de façon commentaire avec tous les liens, etc. Donc vous voyez ce document-là, alors peu importe,
même si ce document est peut-être un faux, allez savoir, hein, je veux dire, je ne garantis pas l'authenticité de ce document, et il n'empêche que ce document possède un ensemble d'informations, un ensemble de données qui résument à lui seul ce qui est en train aujourd'hui de se produire, ce qui est en train de se passer dans les coulisses, dans la volonté de maîtriser, de contrôler, dans un objectif, dans une ambition, tout simplement de ce qu'on peut appeler en effet le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, je le rappelle, c'est pas de la science-fiction, puisque vous avez une multitude de politiciens, une multitude de chefs d'État, Sarkozy, George W. Bush, Bill Clinton et même Obama ont fait allusion à ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'entrevoir et de construire le monde. Sauf que, évidemment, on ne va pas dans le détail, on ne va pas vous expliquer comment on va faire pour construire ce nouveau monde, et surtout pour aboutir à quoi? Pour aboutir à une gouvernance mondiale. Et c'est là que malheureusement aujourd'hui on est à un stade un peu de blocage à ce niveau-là, et peut-être que c'est raison que l'économie va mal, que le Covid est arrivé, etc. Parce que on n'est pas dans un monde unipolaire, on est dans un monde multipolaire, et vous avez des résistances. Les résistances, évidemment, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est un certain nombre de pays encore relativement instables, c'est un certain nombre de pays en voie de développement mais qui ne veulent pas se soumettre à la dominance économique mondiale, qui sont représentés souvent par le FMI, cette Banque mondiale, etc. C'est-à-dire quand vous rentrez dans ces milieux-là, vous vous soumettez à l'ordre économique occidental. Pour cette raison que il y a des organisations indépendantes qui ont été créées avec la Russie, la Chine, puis un certain nombre de pays asiatiques, d'Asie du Sud-Est, d'Asie centrale, etc., pour créer justement des entités économiques en concurrence avec les entités occidentales et ne pas être soumis, on va dire, à cette organisation. Je rappelle, pour terminer, que si M. Kadhafi a été éliminé, c'est pas parce qu'il était un dictateur et qu'il était qu'il a été éliminé parce que c'était un ennemi de la démocratie. Non, c'est parce que Kadhafi était en phase de construire, et encore plus, pour vous dire jusqu'à quel point c'est vicieux, c'est que l'idée de base avait été plus ou moins partagée par Nicolas Sarkozy à une certaine époque, c'est-à-dire la construction d'une entité, d'une unité économique méditerranéenne, c'est-à-dire tout l'ensemble des pays bord méditerranéens, construire l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est-à-dire une union d'échanges économiques, sauf qu'évidemment, il y avait quand même des enjeux économiques non négligeables, c'est-à-dire que cette entité économique que voulaient construire la plupart des pays du Maghreb et du Proche-Orient, qui aurait été une idée tout à fait originale pour permettre et faciliter les échanges économiques, sauf que le problème, c'est que c'est une entité qui, de par certaines richesses, aurait été beaucoup plus importante et aurait pu prendre une certaine importance, voire créer une monnaie qui aurait fait concurrence et qui aurait fait de l'ombre à l'euro et au dollar. Donc ils ont fait un rétro-pédalage, on dit non, on ne va pas laisser faire ça. Celui qui est en train de le monter, c'est clair que Kadhafi avait aujourd'hui, à l'époque, avait les moyens, avait les capitaux pour pouvoir vraiment lancer le projet et le concrétiser. Pas forcément peut-être avec des pays de bord du Méditerranéen, mais avec des pays d'Afrique par exemple. Donc c'est pour cette raison qu'il a été éliminé, entre autres raisons d'intérêt énergétique, avec le pétrole et compagnie, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est comme quoi la situation, ce qu'on explique, c'est le contrôle des populations, sauf que le problème, c'est que quand on met des outils de contrôle de masse, de contrôle de population entre des mains de gens qui déjà eux-mêmes sont un peu trop gourmands et décident de vouloir aller beaucoup trop vite par rapport à la machine, et bien aujourd'hui on en arrive à cette situation un petit peu incongrue et voire même dangereuse. Voilà, j'espère que je n'aurai pas été trop long, j'espère que vous avez bien assimilé les choses, n'hésitez pas, vous allez voir, je vous mettrai le lien de ce document pour pouvoir le lire à tête reposée, et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien.